Aujourd'hui, nous allons parler d'une question que beaucoup de gens se posent, et si ce n'est pas encore ton cas, tu vas commencer à te la poser maintenant. Pourquoi diable les lettres du clavier sont-elles organisées dans cet ordre-ci ? Aujourd'hui, nous avons l'Asus VivoBook 15 avec nous. Tu l'as sûrement déjà vu dans d'autres vidéos du Manual do Mundo. C'est un ordinateur vraiment axé sur la productivité, ses configurations sont solides. Celui-ci, c'est l'Asus VivoBook 15 K513. Il est équipé d'un processeur Intel Core i7 de 11e génération, et il a vraiment facilité la production ici au Manual do Mundo. L'histoire de l'ordre de ces touches est peu controversée, mais quelle que soit la version que l'on choisit, la réponse se trouve dans le passé. Cet ordre des lettres date de la fin du 19e siècle, lors de l'invention et la popularisation des machines à écrire. Ce nom, QWERTY, quand j'étais enfant, je pensais que c'était le nom de l'inventeur du clavier. Mais non, il porte ce nom à cause des 6 premières lettres ici sur le clavier. Qui a inventé cet ordre ? Un ordre similaire, évoluant avec le temps, a été créé par Christopher Layton Schultz, qui travaillait dans un journal aux États-Unis et fabriquait aussi des machines à écrire. Si j'appuie, il y a 2 lettres dont les tiges sont très proches, et au moment où elles s'approchent du papier, elles s'en mêlent. Le U et le J sont côte à côte. Si j'appuie sur les deux, ça s'en mêle. La lettre ne revient plus. Il faut remettre la main ici pour la replacer. Regarde, c'est la même chose avec le Y et le H. Donc cet agencement du clavier, selon cette histoire, aurait été fait pour éviter que des lettres qui apparaissent souvent très proches. Par exemple en portugais, EU, le E puis le U. Tu vois ? Un mot qu'on utilise beaucoup quand on écrit. Si ces 2 lettres avaient leur tige côte à côte ici dans la machine, chaque fois que tu écrirais E, la machine se bloquerait. Donc, pour éviter que cela n'arrive, tu peux répartir les lettres de façon intelligente ici, dans ce cas pour l'anglais, et la machine se bloquerait très rarement. Mais même si cette raison semble très logique, en pratique, on voit que ça ne marche pas très bien. Par exemple, en anglais, les lettres T et TH apparaissent très souvent ensemble, dans des mots comme this, that, etc. Observe ce qui arrive si j'appuie sur TH ici. 2 autres lettres, E et R, apparaissent toujours ensemble à la fin des noms de métiers comme Fisher, Maker, Astronomer, et elles se bloquent aussi. La raison mécanique de l'ordre des touches du clavier a déjà été en partie démentie. Une autre histoire explique l'ordre des lettres, celle des opérateurs de télégraphe. Si tu ignores le fameux télégraphe, c'est que tu n'es pas de notre époque. C'est très ancien et c'est pratiquement le premier moyen de communication à distance. C'est une toute petite machine qui fonctionne uniquement avec un fil. Elle envoie des messages à une autre machine. Sur cette machine qui envoie les messages, il n'y a qu'un bouton. Et la personne doit envoyer le texte en appuyant uniquement sur le bouton. Et pour cela, elle doit trouver un moyen de le faire. Et ce moyen a été d'inventer un code appelé code Morse, qui, en gros, traduit les lettres en sons. Donc, Manual do Mundo en code Morse ressemblerait à peu près à ça. Voilà. Il faut être bien entraîné pour comprendre, n'est-ce pas ? Eh bien, la personne qui était à l'autre bout pour recevoir le message était super bien entraînée, elle restait avec le casque sur les oreilles à écouter ça, et elle devait ensuite transformer ça en mots de l'alphabet, n'est-ce pas ? Elle avait une machine à écrire devant elle et écoutait. Et elle tapait comme une folle, parce que si elle ratait quelque chose, le message était perdu. Comme tu peux l'imaginer, ces personnes étaient aussi des as de la dactylographie. Quand j'étais enfant, il y avait encore des cours de dactylographie. Dis-moi en commentaire si tu en as déjà suivi. Au début, les machines à écrire des opérateurs de télégraphe avaient un clavier alphabétique. D'ailleurs, certains éléments du clavier actuel gardent cet ordre. D saute le E, puis F, G, H saute le I, J, K, L, M, N. Ici, en haut, il y a encore O et P. En bas, le X saute le Y, Z. Il reste encore des traces de l'alphabet ici, n'est-ce pas ? Mais selon cette version de l'histoire, un clavier en ordre alphabétique n'était pas très adapté pour ces opérateurs de télégraphe, surtout parce qu'ils écoutaient le code Morse et que le code Morse a ses particularités. Celui-ci, à côté de moi, c'est le code Morse américain. C'est l'ancien code Morse qui était utilisé à l'époque. Donc, chaque petit point court correspond à un son très bref. Et le plus long correspond à un son un peu plus long. Si on regarde la lettre Z, ce sont 3 sons courts, une petite pause, puis encore un son court. C'est ça. Maintenant, si on combine le Z avec le E, tu verras que ça donne exactement le même son. Alors, comment la personne qui écoute de l'autre côté, qui reçoit l'information, va savoir si c'est Z ou si c'est SE ? Elle ne le sait pas.
Elle doit attendre les lettres suivantes pour découvrir de quel mot il s'agit, et alors seulement elle peut le taper. Mais il faut se rappeler que ces personnes travaillaient très rapidement. Donc, quand elle entendait ce son, elle devait préparer sa main sur le Z, le S et le E. Parce qu'aussitôt que les lettres suivantes arrivaient, elle devait déjà écrire ça et taper une lettre sur la machine à écrire. Regarde, le Z, le S et le E sont positionnés pour que je puisse toucher les 3 touches en même temps. Ce n'est qu'un exemple. Il y a beaucoup d'autres lettres qui doivent être proches à cause de ce détail du code Morse. Peu à peu, le clavier a évolué pour ressembler à celui d'aujourd'hui. Le plus surprenant, c'est que ce modèle a été conçu pour les opérateurs de télégraphe. Ce qui remonte au 19e siècle dure encore aujourd'hui. Pour que cela dure et se consolide, il est logique qu'il y ait eu une guerre des standards au début. N'est-ce pas? Beaucoup d'intérêts commerciaux. Alors, qu'a fait Christopher? Il a encouragé beaucoup de gens à commencer à apprendre avec cette méthode. Il a noué des partenariats avec des écoles de dactylographie. Donc ceux habitués au QWERTY après l'avoir appris ne veulent plus changer, n'est-ce pas? En somme, ce standard existe pour des raisons commerciales et de productivité. Aujourd'hui encore, le clavier reste lié à la productivité. Dis-moi si ça ne t'est jamais arrivé de prendre le portable de quelqu'un, et dès que tu tapes, même avec le clavier QWERTY, tu te sens bloqué. Le clavier est plus serré ou il y a plein de touches qui sont difficiles à atteindre, une disposition de touches bizarre. Le clavier de l'Asus VivoBook 15 a été conçu pour éviter tous ces problèmes. Je vais vous montrer 4 choses ici. La première, c'est le nombre de touches. Il y a plusieurs claviers où, pour économiser de l'espace, on enlève des touches. Et pour accéder à une fonction, il faut appuyer sur plusieurs touches à la fois. On devient un peu pianiste du clavier, non? Une autre chose sympa avec ce clavier, c'est qu'il a un pavé numérique, ce qui rend les calculs et tout le reste beaucoup plus rapides. La deuxième chose, c'est la forme et l'espacement des touches. Quand on tape au clavier, il arrive d'appuyer sur la mauvaise lettre ou 2 touches à la fois. Avec ce clavier Asus, ça n'arrive pas grâce à un bon espacement. La troisième chose, c'est le rétroéclairage. Avoue, tu as déjà dû incliner l'écran de ton ordinateur portable pour éclairer le clavier avec la lumière de l'écran. Ça n'arrivera pas ici, parce que les lettres sont extrêmement claires, faciles à identifier, et il y a encore ce détail, cette touche entrée super stylée en jaune. Le quatrième point, que je trouve le plus important, c'est la course des touches, la sensation d'une touche enfoncée. Parce que parfois, tu es sur un ordinateur portable et on dirait que tu tapes sur un morceau de bois. Tu appuies et tu ne sais même pas si la touche a été enfoncée ou pas, tu doutes de ta frappe. Tu dois faire très attention à l'endroit où tu tapes. Muita atenção onde você está teclando. Non, il n'y a aucun doute. Si tu as appuyé, tu sais que la touche fonctionne. Mais pour revenir à la question de l'ordre des lettres, le QWERTY n'est pas la seule disposition de clavier que l'on utilise dans notre alphabet. Regarde ça. On a changé les lettres ici, on a monté le clavier français, c'est l'AZERTY. Tu peux voir qu'il commence par A et que les lettres sont placées sur le côté. Elles sont échangées. Et maintenant, je suis curieux de savoir, si un jour j'allais en France et que je devais taper sur un clavier comme celui-ci, est-ce que je réussirais à taper à la même vitesse que je tape sur le QWERTY? Je vais utiliser un petit programme ici qui peut mesurer combien de mots par minute je peux taper. Il va donc sélectionner un texte qu'il a en portugais et je vais essayer de le taper aussi vite que possible, sans faire d'erreur. J'ai tiré le texte au sort, c'est parti. 51 mots par minute et une précision de 94%. Le clavier français n'est pas très différent, mais en français, ils n'ont pas les mêmes accents que nous avons en portugais. Donc, je vais galérer à mettre des accents sur les mots, ici. C'est un peu comme ce que j'ai dit à propos d'être pianiste. Tu sais, il faut appuyer sur Alt-Gear avec des combinaisons bizarres. Non, 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 non! Tout le temps, je mets le Q à la place du A. A. Où est le point final de ce truc? Tiu, 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 tiu. Voilà. 15 mots par seconde. 79 de précision. Ça a beaucoup baissé. Dans le texte, tu peux voir que j'ai souvent raté la lettre A, parce qu'elle est à la place où était le Q. Une autre chose, c'est la lettre M aussi, qui se trouve sur la ligne du milieu, au lieu d'être en bas. C'est ça qui m'a vraiment gêné, en plus des accents. Mais les accents, on apprend vite et on s'habitue. Par contre, la lettre A et la lettre M m'ont vraiment piégé. Mais attends, on a quelque chose de sympa ici. Celui-ci, c'est le clavier ultra méga puissant d'Asus. Il s'appelle ROG Strix Flare. Et on a changé ses touches pour les mettre dans l'ordre alphabétique.
L'ordre des touches ayant changé, je dois créer et configurer un nouveau clavier spécial sous Windows. Cela complique les choses, car ce n'est plus ce à quoi on est habitué. Somos... Nossa. Si tu veux te griller le cerveau, essaye ici. Waouh! Au milieu des mots, tu te demandes si une lettre est proche de l'autre. Donc, quand il dit « Kada », tu te souviens? Non. Attends, C est près de A, qui est près de D, qui est près de A. D'accord. Non, U est tout au bout et le M est déjà au milieu. Ma vitesse était de 10 mots par minute et la précision de 96%, elle est plus élevée ici, car je ne confonds pas les lettres, n'en connaissant aucune. Je dois donc les chercher une à une. C'est très intéressant. Ma vitesse était d'abord basse, comme le montre ce graphique, puis elle a augmenté. Mon cerveau a appris où étaient les lettres, je me suis habitué et je suis devenu plus rapide. Mais peut-être que tu es en train de te dire maintenant, attends, tu as montré ce type de clavier et tout ça. Personne n'a-t-il jamais tenté de créer un clavier optimisé, plaçant les lettres fréquentes à des positions plus accessibles? En portugais, on utilise beaucoup le O, le A et le E. On pourrait placer ces lettres sous les index et mettre les moins utilisées, comme G ou H, sur les côtés. On taperait plus vite ainsi. Eh bien, ce clavier a déjà été inventé dans les années 30. Il s'appelle le clavier Dvorak. Il a d'abord été conçu en anglais et ce nom vient du créateur, pas des premières lettres. Et avec ce concept, de nouvelles dispositions ont été inventées pour chaque langue. Alors, allons-y, changeons encore les lettres du clavier et faisons le Dvorak en portugais du Brésil. Ce clavier existe vraiment, il s'appelle Dvorak BR natif. Maintenant, oui, regardez, les voyelles sont toutes regroupées ici, sous ma main gauche, sur la ligne du milieu, qui est la plus facile à atteindre. Il y a M, T, R et S, les lettres les plus utilisées, toutes faciles à voir. Ça ne veut pas dire que je vais réussir tout de suite, car je dois m'habituer au clavier, mais peut-être que ma progression sera meilleure qu'avec l'alphabétique, on verra. Du calme, mon cœur, allons-y. Hé, où est la virgule, virgule, virgule? Je commence à prendre le coup. Très vite. Genre, il y a eu un moment où automatiquement je savais à peu près où était la lettre. Pour plusieurs lettres, j'ai compris où elles étaient, surtout les principales. J'ai fait 10 mots par minute, ce qui est la même chose qu'avec l'alphabétique, c'est-à-dire un clavier dans un ordre que je n'ai jamais vu de ma vie. J'ai réussi à taper à la même vitesse qu'avec le clavier en ordre alphabétique, que j'ai aussi utilisé pour la première fois. La courbe d'apprentissage ici aussi est très sympa, elle monte très rapidement. Et la précision est de 94% parce que parfois je me suis trompé sur la lettre A, c'est ce que j'ai le plus raté. Mais j'ai trouvé l'expérience incroyablement surprenante. J'ai eu envie de refaire le test de Dvorak juste pour voir si je peux dépasser cette barre des 10. Si mon cerveau arrive par exemple à dépasser l'AZERTY. Théoriquement, c'est un clavier qui est presque identique à O. 13,36. Je me suis déjà beaucoup amélioré et la petite courbe est encore montée là. Je pense qu'avec beaucoup d'entraînement, je pourrais devenir bien plus rapide que je ne le suis sur le QWERTY. Mais ce temps d'adaptation explique aussi pourquoi le QWERTY existe toujours. Une fois habitué à un clavier, il faut du temps pour changer. Enfin, une chose importante, d'accord? Ceci n'est pas une comparaison de la qualité des claviers, c'est juste un jeu pour voir comment on s'en sort quand on prend un nouveau clavier pour la première fois. Parce que c'est absolument injuste d'utiliser le QWERTY pour comparer avec les autres. Parce que ce clavier, c'est celui que j'utilise depuis presque 40 ans. De plus, j'ai utilisé ce clavier avec un Asus VivoBook 15, ce qui m'a donné un avantage. Maintenant, j'ai pris le coup. Enfin non, pas vraiment, hein. Tu vois ce portable fonctionner parfaitement comme ça. Mais sache qu'on a déjà démonté cette petite bête d'une façon que tu n'imagines même pas. Donc, si tu veux voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce portable, il suffit de cliquer sur la fiche qu'on met ici.